Seriez-vous curieux de connaître l'histoire d'un jeune qui s'est lancé en business, en affaires, à seulement l'âge de 15-16 ans, qu'il a découvert qu'il avait une passion, mais que cette passion-là pouvait se transformer en une entreprise, en une business qui allait lui générer dans les meilleurs moments des ventes de plus de 40 millions de dollars. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais juste avant, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset, et aussi on parle de cash, on parle de finances, on parle de revenus, on parle de rendement, on parle de placement, on parle de cash en d'autres mots. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, et on va se le dire, j'espère que ça t'intéresse, considère à t'abonner à ma chaîne dès maintenant. Alors, pendant que tu es là, abonne-toi à ma chaîne. Oui, abonne-toi dès maintenant. Aujourd'hui, dans mon parcours d'entrepreneuriat, d'entrepreneur, de coach formateur, sincèrement, j'ai été formateur pendant une certaine période de ma vie à la firme Maxime Victor, où est-ce que j'ai pu côtoyer plusieurs entrepreneurs, des gens avec des idées, des gens qui passaient à l'action de tous les groupes d'âge, hommes, femmes, peu importe. Mais il y a toujours eu l'histoire de ce garçon, de cette personne qui m'a vraiment interpellé, qui m'a intéressé, parce qu'il a une histoire qui n'est pas comme l'histoire typique, mais qui est une histoire hyper inspirante. Et cette personne-là, à travers sa passion pour les souliers, pour les chaussures, pour les shoes, pour les espadrilles, ce jeune-là a découvert une passion. Cette passion-là lui a permis de se lancer en business et de cette business-là, il a pu générer pour plus de 40 millions de dollars. Alors, je vous présente Louja Dauphin et sans plus tarder, venez écouter l'histoire passionnante, et non seulement l'histoire, les pépites d'or que Louja a pour vous, parce qu'aujourd'hui, Louja a 23 ans et il a commencé. La flamme lui est venue à l'esprit quand il avait 15 ans et à 16 ans, il était déjà en train de se lancer. Alors regardez, vous n'avez pas le choix, c'est impératif, vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Et un gros merci, Louja. Merci à toi. Ça faisait longtemps que... Ça fait un bout qu'on se connaît. Ouais. Puis ça faisait un bon petit moment aussi que je te voyais aller, puis j'étais comme, OK, non, ce serait cool de t'avoir parce que justement, ma chaîne, c'est Immobilier 101 pour l'immobilier. Mais la réalité, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, c'est que pour rentrer dans l'immobilier, pour gérer de l'immobilier, pour faire de l'immobilier, il faut que tu ailles comment qu'on appelle ça? J'ai entendu ça dernièrement dans une vidéo, c'est a printing machine, quelque chose qui te génère du cash à tous les mois. Ouais. Parce que aussi, quelque chose qu'il faut que les gens doivent comprendre, c'est même si tu as plusieurs immeubles, tu ne peux pas aller payer ton épicerie avec « Hey, je vais vous donner 1% de mon immeuble ». Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu aies de la liquidité qui rentre. Gérer de l'immobilier, avoir de l'immobilier, ça nécessite beaucoup de fonds de liquidité à tous les mois. Ouais. Fait que c'est pour ça que dans les faits, il faut être en mesure d'être créatif, d'utiliser ces moyens de... C'est sûr qu'on peut avoir une job, un high-paid job, mais quand tu n'as pas un high-paid job, ben, tu peux utiliser tes skills, tes talents, une passion, te lancer en business, et cette business-là va te générer assez de cash flow pour que éventuellement tu puisses aller l'investir en immobilier. Fait que c'est une grosse phrase, longue phrase pour te dire, c'est pour ça que maintenant, j'invite les gens comme toi, des entrepreneurs, pour venir parler de leur hero's journey. Tu comprends? Fait que, juste avant de commencer, pour mettre les gens en perspective, attends, j'ai préparé quelques questions. T'as quel âge? T'as quel âge? 23. T'es de quelle origine? D'origine haïtienne et québécoise. Lorsque tu avais commencé, Ouais. t'as commencé en quelle année?
2016, 2016 environ, 2015. 2016. T'avais quel âge quand t'as commencé? Je suis né en 2000, fait que c'est facile. 16 ans environ. Ouais. 15-16 ans, ouais. 15-16 ans. Fait qu'à 15-16 ans, tu te lançais en business. Puis c'était quoi ta passion back then? Ma passion, c'était la danse, mais ma passion qui devenait de plus en plus forte, c'est les sneakers. Je commençais à vraiment aimer les sneakers. J'ai commencé à regarder peut-être un peu trop de vidéos sur les sneakers. On dit 4 à 5, 6 heures par jour de vidéos de sneakers avant même avoir une paire de sneakers. Puis c'est comme ça que ma passion a commencé. Nice. Puis, lorsque tu t'es commencé, tu avais combien d'argent dans tes poches? Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Zéro. Ouais, zéro. Je crois pas que je peux dire un chiffre plus Q que ça. J'avais vraiment zéro. T'avais-tu une autre job? Ou non, j'avais une autre source de revenus? J'avais pas l'âge encore pour avoir une job. En plus. Ouais. Fait que, parfait, on va revenir à ça. Ma première source de revenus, c'est danser dans le métro. Je dansais dans les métros, je dansais sur Sainte-Catherine, il y en a qui m'ont déjà vu là. C'est ça que j'ai fait pour avoir mon premier petit cash flow. OK, wow, ça, je savais pas cette anecdote-là. OK, réexplique-nous ça. Quand tu as commencé, non, justement, ta première source de revenus, c'est quoi que tu faisais exactement? J'allais dans le métro avec mes amis, on prenait un speaker, je prenais ma casquette, on la déposait par terre, on jouait la musique, puis on dansait chacun notre tour, on avait notre petite chorégraphie, nos commandos, puis les gens nous donnaient de l'argent quand les gens avaient encore de l'argent comptant sur eux. Puis c'est comme ça. Puis des fois, on se faisait 20, 30 $. Des fois, on se faisait 100 $ en une heure. Fait que chacun. Fait que ça commençait à stacker un petit peu. Nice! Ouais. Puis là, après ça, tu as décidé tu t'accumulais cet argent-là, puis tu allais l'investir dans ton idée de business, dans ton projet. Non, au début, c'était plus une passion. C'est juste, je voulais avoir une paire de sneakers. Après, j'en ai eu une deuxième. Puis après, c'est quand je suis arrivé à environ 10 paires de sneakers, puis que j'avais 15-16 ans, qu'après un an, mes pieds grandissent, alors que les chaussures ça me font plus. Là, c'est là que je commençais à les échanger, à les vendre. Puis une fois, justement, par accident, mais j'en ai vendu une à profit. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une business avec ça. OK, cool. Fast forward à récemment. Ton business générait combien annuellement? En moyenne, je crois... parce qu'on n'a pas fini cette année-là, techniquement, en 2024, mais... Mais admettons 2023, jusqu'à 2023. 2022, je crois qu'on était dans les 12 environ, 12-13 millions. 12-13 millions. Ouais. Puis côté entrepreneur, ouais. Quelqu'un qui... Parce que c'est bien beau les chiffres, mais admettons, c'est quoi le net qui reste, admettons, environ là... Dans une business qui génère, c'est quoi le profit, admettons, que tu ramasses après toutes dépenses payées environ? Dans cette industrie-là, ouais. Tu peux peut-être, si tu fais bien tes choses puis que tu es lean, tu peux peut-être sortir un 5 à 10%. Mais ça, si tu n'essaies pas de faire des expansions puis d'ouvrir de nouveaux magasins puis d'investir dans des projets technologiques, c'est pas vraiment possible. OK. Mais tu niaises, hein, même en immobilier, je te dirais que le profit net, admettons, les grosses équipes que tu vois là, généralement, ça va être environ un 20-30% qui va leur rester aussi. C'est bon. Mais ça, c'est net. Ouais, c'est net. Après, toutes dépenses payées, l'adjointe, les brokers ont pris leur cote, les pancartes, le marketing, le ci, le ça. C'est environ un 20-30% qui reste. OK, mais c'est quand même, c'est quand même bon. Mais si tu niaises, c'est drôle, c'est environ la même chose dans plusieurs industries. C'est sûr que tu en as d'autres que le margin est beaucoup plus élevé parce que les dépenses sont ultra lean. Ouais. Mais en majorité, c'est drôle, j'entends souvent le 20-30%. Ouais. C'est ça qui fait un marché parce que s'il y en avait qui étaient beaucoup plus... c'est là que les gens ils rentrent dans ce marché-là. C'est clair. La marge descente. Fait que on dirait que c'est le medium line where les gens veulent can't settle for less. Puis si c'est plus, mais il y a plus de gens qui vont rentrer dans le marché. 100%. Nomme-nous un challenge, un obstacle. Non, attends, juste avant d'aller dans tout ça. Ouais. Fait que aussi, explique-nous la niche que tu étais puis la business que tu as développée, genre jusqu'à dernièrement. C'était quoi? Un petit instant, j'ai une annonce
importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Pour que les gens puissent plus comprendre. En gros, comme des cartes ou comme des gens qui collectionnent des timbres, il y a des paires de sneakers. Puis il y a des paires de sneakers que oui sont disponibles chez le Foot Locker, chez le Nike, mais il y a des paires de sneakers que, exemple, Michael Jordan a porté. Puis que Michael Jordan a porté, il a fait un buzzer beater dessus, dernière seconde de la game, il a gagné avec. Tout le monde qui a regardé la game se rappelle de cette paire-là qu'il a portée à ce moment-là. Il y avait toute l'aura de Michael Jordan. C'est le meilleur exemple. Il y a plusieurs autres artistes puis d'autres athlètes, mais Michael Jordan, il y a toute l'aura puis qu'est-ce qu'il a réussi à faire dans sa carrière. Dans ce temps-là, ils ont fait il a été le premier à justement se faire des souliers, mais à sa marque à lui. Donc, c'était plus c'est un athlète qui porte une paire de Converse. Non, c'est la paire de Jordan que Nike a fait, mais c'est la paire de Jordan. Puis il n'y a pas de Jordan qui n'ont pas de Jordan dessus, c'est des Jordan. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tout le monde, veut ces produits-là, mais depuis le début, ils ont toujours fait ce produit-là d'édition limitée, parce que c'était toujours... Chaque année, ils sortaient un nouveau modèle. Ils portaient un nouveau modèle on the court. Puis, dépendamment des fois s'ils gagnaient le championnat, mais souvent, les gens allaient assigner le championnat avec telle paire, parce que c'est la paire de cette sortie-là. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à cause qu'il y a des nouvelles couleurs qui sortent, qui ont souvent un meaning, il a gagné avec celui-là, ou, pour celui-là match avec la couleur qu'il avait quand il jouait à l'école. Ça fait qu'il y a toujours une histoire, justement, avec ces souliers-là. En plus des éditions limitées, qu'est-ce que ça fait? C'est que la paire de souliers que Nike ou le Foot Locker le vend à 200 $, il y a plus de gens qui veulent l'acheter que d'offres. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on l'achète à 200 $, puis la personne qui n'a pas pu avoir sa taille, qui est derrière de la file, elle est prête à l'acheter pour 300 $, 400 $. Puis ça fait justement une marge où il y a un profit de possible, justement, un profit. Puis c'est là justement que je me suis mis, puis que j'ai commencé à faire un business. Fait que c'est ça qui arrive justement quand vous voyez des files devant des magasins, des Foot Locker et tout ça, c'est qu'il y a une paire qui sort, que la quantité sortie est vraiment plus basse que la demande. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait que tout le monde ne va pas être capable d'avoir l'accès, sont prêts à l'acheter plus cher après. Fait que l'offre et la demande, fait que toi, tu as vu qu'il y avait un marché pour ça, ou est-ce que justement dans la revente de usagers ou de neufs, quelqu'un qui l'a jamais porté mais qui l'a gardé dans sa boîte intacte, toi, tu pouvais les racheter, les revendre, tout le monde pouvait être gagnant parce que tout le monde faisait un profit. Exactement. Fait que moi, souvent, qu'est-ce que je faisais? C'est que je faisais la ligne devant le magasin. Des fois, j'ai manqué l'école un avant-midi pour les sneakers. Je crois que c'était quand même remarquable ce que j'ai fait. Mais c'est ça, je faisais la file devant les magasins, je trouvais des bons deals. Je savais que, ou exemple, j'allais trouver des deals à l'extérieur. Parce qu'une paire qui vaut cher ici, parce qu'elle vaut rien à Vancouver. Qu'est-ce qui arrivait des fois, c'est qu'il y avait des événements à Vancouver, puis là-bas, leur standard est beaucoup plus haut. Alors, les paires qui étaient rares, mais pas super rares, qui étaient juste 400-500 $, eux, à Vancouver, les gens, ils les vendaient pour 300. Parce que les gens à Vancouver voulaient des paires à 1000 $, 2000 $. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est que j'achetais les paires ici de peut-être 2000 $ là-bas, ici pour peut-être 500-600. Je les vendais pour aux gens de Vancouver à peut-être 1000. Puis j'allais à Vancouver justement acheter des paires de 300-400 $ que les gens ne voulaient pas. Puis ici, ça se vendait super bien à 500-600 $. Fait il y avait souvent aussi ça de savoir quoi vend bien où, qui était vraiment une grosse... quelque chose qui a plus autant maintenant, parce que maintenant, le marché est beaucoup plus établi. Mais avant, justement, c'était quelque chose qui était très faisable de savoir quelle taille aussi vendait mieux dans telle ville. C'est un truc qui était important. Damn! C'est beaucoup de savoir-faire, d'ingéniosité aussi de ta part.
Fait que tu t'es rendu à combien de localisations en tout? Au plus gros, on était rendu à 6 localisations, plus un bureau. 6 localisations qui étaient réparties où? Euh, Carrefour Laval à Laval, Centre-Ville de Montréal Sainte-Catherine à Montréal, Promenade Saint-Bruno à la Rive-Sud, Galerie de la Capitale à Québec, Carrefour de l'Estrie à Sherbrooke et Halifax Shopping Center à Halifax. Raconte-nous un des challenges que tu as fait face, là. Pas qu'est-ce qui t'est arrivé dernièrement, mais un des challenges là, dans ton growth, un moment donné dans toute l'histoire, là, quelque chose que tu t'étais comme rendu comme « Oh my gosh, qu'est-ce que je fais? Je suis rendu là. » Puis comment tu as overcome ça? Un des plus gros challenges, je crois, ça a été de peut-être le Toronto. Toronto, justement, que après avoir fait des super chiffres par l'ouverture de Centre-Ville de Montréal, j'étais comme, OK, il faut qu'on expande, il faut qu'on aille aux bons spots. Même Laval, c'était un peu farfetch encore dans ma tête. J'étais comme, Laval, comme oui, on a fait Québec et Sherbrooke, mais c'était des petits magasins. Laval, Carrefour Laval, ça va être cher, ça va être un gros move et ça pourrait aussi nous enlever des chiffres de la succursale de Montréal. Fait que je voulais vraiment faire Laval, mais on m'a proposé un autre local qui était à Toronto, en face du Centre Eaton, au prime spot de Toronto. Coûtait super cher, mais avec les chiffres qu'on faisait, c'était amplement faisable. OK. J'ai fait les démarches puis tout, puis on était supposé faire Toronto. Puis après un certain bout, mais souvent, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais un peu en reconnaissance. J'allais à Toronto, puis j'allais voir la ville, puis le retour après COVID n'était pas du tout la même chose là-bas qu'il était ici. Puis après des longues réflexions, ben, j'ai eu à faire la décision de shutdown ce projet-là. Ça nous a coûté 300 000 pour sortir de ce deal-là. Wow! Mais ça nous a coûté encore plus cher de le faire, puis que ça soit une perte à la fin de la journée. C'est clair. Alors, c'était comme un relief d'être capable de sortir de ce deal-là. Mais justement, c'était ça. C'était comme un des gros challenges. Et est-ce que dans ce temps-là, qu'on était en COVID, à chaque jour qui passait, c'était un des mois gratuits qui manquait, fait qu'on allait avoir à payer bientôt. C'est clair. Est-ce qu'on fait la décision de le garder ou pas? Un jour, je me suis assis, je me dis, est-ce que j'y crois vraiment? Non, on est mieux, OK, on le fait pas. On se concentre, puis on a fait Carrefour Laval, qui a bien été. Parce que tu avais 20 ans à l'époque, là. Ben, à cette période-là, je veux dire. Ouais, j'avais 20 ans. 20 ans, tu avais déjà combien de localisations? À ce moment-là, on allait bientôt à 3. Bientôt à 4. On avait déjà Sherbrooke, Québec. Puis, combien d'employés? À ce moment-là, peut-être une vingtaine. C'est fou, là. C'était pas super gros encore. Puis, qui que tu avais comme mentor, comme bras droit, comme coach, comme quelqu'un sur qui te reposer? Parce que tu dis « on », mais en même temps, t'es not only the face of the brand, but t'es la personne qui a lancé le projet, puis t'es le directeur, le PDG, mais je veux dire, qui que tu avais comme bras droit pour... Mais je dirais que malheureusement, j'étais tellement dans un vortex de choses. On faisait $1 million par mois en vente en une seule succursale. Avant ça, j'ai eu mes mentors. Tu as été un de mes mentors. J'étais chez Maxime Victor. Maxime a été un de mes mentors. J'étais tellement dans la sauce que j'avais pas trouvé peut-être un mentor qui était assez bon dans l'industrie où j'étais. C'est sûr. J'aurais pu t'appeler et te dire « OK, as-tu des conseils en retail? Comme starter un business, oui, mais à ce point-là, justement, il y avait certains des mentors que pour commencer, ils m'ont donné les bonnes lignes, mais ils sont pas dans le retail. C'est clair. Fait que j'avais pas vraiment de mentor. J'avais un bras droit à ce moment-là. Puis après, il y a des choses qui se sont passées, puis we had to quit it off. Mais ouais, j'avais une... Je veux dire, à ce moment-là, j'avais une bonne équipe, mais il manquait peut-être justement la direction pour qu'au long terme, établir quelque chose qui soit plus solide, justement. Mais à ce moment-là, j'avais quand même une équipe très core, très connectée. Fait que faire des trucs comme ça, c'était pas ça qui nous faisait peur. C'est fou, là, pareil, là. Et puis, comment tu as développé le skills de bien gérer l'argent aussi, là? Parce que jusqu'à aujourd'hui, t'es venu à mon studio en vélo. Tu sais, il y en a plein qui seraient partis en Lamborghini, qui se seraient pris. Ouais. Oui, l'immobilier t'intéressait, mais tu sais, you had so much. T'avais ta business qui grossissait. Un overhead aussi, des dépenses par mois quand même assez élevées. Mais comment tu as pu développer cette hygiène financière-là à un si bas âge? Bien, c'est sûr, j'ai fait les formations au début, fait connaître les points les plus importants. J'ai toujours fait mes plans financiers. Mes premiers plans financiers, je les ai faits dans mes cours de maths, en dessous de mon dossier à l'école, puis je les écrivais pour être sûr. Mais c'est sûr que je regarde back at it now, il y a des millions de choses que j'aurais pu mieux faire, mais j'aurais aimé avoir ces formations-là. Mais juste de core de business, j'étais pas du tout la personne qui était bonne
à ce point-là pour garder de business lean niveau expenses. Mais pour vendre, j'étais capable de faire bouger tellement de choses que, yes, les dépenses étaient là, mais la vente était... On vendait à un per diem. C'était du n'importe quoi. Là. On fait... Centre-ville de Montréal, le premier été qu'on a fait, on faisait entre 30 à 40 000 par jour. 30 à 40 000 par jour. En vente, ouais. C'est fou, là. OK, let's go back a little bit. On retourne en arrière. Quand tu as starté, explique-nous un petit peu le processus, les étapes quand tu as starté, quand tu as commencé. Parce que là, oui, tu as eu l'idée, tu nous as expliqué, tu as eu l'idée, OK, le concept, parfait. Mais là, à partir de là, tu as 16 ans, tu vois que tu as revendu tes paires de sneakers parce que tu en voulais plus. OK, tu as fait un profit. Mais là, ça a été quoi les étapes qui t'ont amené à jusqu'à ton premier pop-up shop ou ton magasin? Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que justement, j'avais commencé à vendre des sneakers. Je commençais à voir les choses. À un certain moment, j'arrivais plus à en vendre. J'ai pris un petit break de quelques mois. Je finissais mon année scolaire. Puis après, je me suis remis dessus. J'ai commencé à poster mes sneakers. J'ai commencé à vendre. Puis là, j'ai vu, OK, il y a l'argent, mais je veux faire quelque chose de différent. Tout le monde fait la même chose. Je veux faire quelque chose de différent. À ce moment-là, c'est fou, parce que maintenant, c'est la norme, mais il n'y avait aucune page Instagram à Montréal en plus, pour vendre des sneakers. Je me suis dit, je vais en faire une. Ça marche bien aux États-Unis, ça marche à Toronto. Je vais en faire une. Fait que je commence à faire une page Instagram pour que les gens me voient, OK, qu'ils me voient des paires. Je vendais rien. Il y avait personne, j'avais pas assez de followers, pas grand-chose, mais à chaque fois que je vendais à l'extérieur de mon Instagram, j'ai aux gens de venir sur mon Instagram. Fait que du moment que j'ai attrapé un client une fois, à place que c'était sur Kijiji ou Facebook comme avant, que je le vendais une fois puis je le revois plus jamais. Maintenant, c'est OK, cette personne-là, il a acheté mon produit, il a aimé mon produit, il est capable de me suivre pour le futur. Alors là, j'ai mis tout le monde sur mon Instagram. Puis j'ai commencé mes cours avec Maxime Vitard, puis tout m'apprendre sur le branding, comment structurer la business, justement, le branding a vraiment aidé, la vision, le behind the scenes. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à plus me mettre sur Instagram, plus me mettre de l'avant. Puis là, quand tout le monde a commencé à Instagram, j'ai dit, OK, vous savez quoi? Je vais commencer un YouTube challenge. Fait que là, je montrais encore plus le behind the scenes, qu'on allait à des événements, des conventions de sneakers. Puis, ça m'a permis de créer une communauté. Ça m'a permis de créer une communauté que j'avais plus besoin de Facebook puis de Kijiji comme avant pour vendre mes sneakers. Maintenant, je faisais juste les mettre sur mon Instagram. Puis, j'avais moins besoin de négocier parce que je mettais mes meilleurs prix tout de suite. Puis, mes clients, ils savaient, ils me faisaient confiance. C'était pas, est-ce que tu peux m'envoyer une photo de cet angle-là, je veux vérifier, je sais que tu es correct. Je t'envoie. Fait que des fois, je faisais juste poster. Il me dit, puis là, je mettais le total, puis il me dit, OK, je t'envoie. Puis des fois, un client allait juste me dire, OK, je t'envoie le transfert, c'est la même réponse que d'habitude. OK, c'est cool, je connais l'adresse, fait que je te l'envoie du moment que je reçois la paire. Fait que c'était rendu beaucoup plus simple pour mes clients d'acheter avec moi, puis c'était beaucoup plus simple aussi pour moi de vendre. Puis à cause que je faisais des précommandes, qu'est-ce que je faisais avec des précommandes? C'est que j'avais 2 accès pour avoir les sneakers. J'avais soit, je passais comme ça, on va dire, par le backdoor, je connaissais des employés qui pouvaient me faire sortir une paire. Je leur payais de l'argent par-dessus. C'est clair. Fait que ça me permet de garantir une paire. Puis, je pouvais avoir du monde qui faisait la file. Je faisais la file dehors pour des paires de sneakers. Alors, qu'est-ce que je faisais, c'est que les gens ils me donnaient les fonds en avance. J'achetais mes paires en pre-order. Fait que je garantisais leur taille, peu importe. Si que tu me dis que le release est cancellé, quoi que ce soit, moi, j'avais une autre façon de d'avoir la paire du magasin d'une autre façon. Puis, avec le reste de l'argent, j'allais faire la file pour acheter les paires par moi-même après. Fait que ça faisait que sur le moment du release, j'avais plein de paires. Puis, par le moment que quelqu'un me textait et me disait « Est-ce que tu as encore une taille disponible? » J'étais comme... Tous mes pre-orders sont partis. Puis des fois, la journée même que je faisais la file, je me faisais texter pour des pre-orders, puis c'était les gens qui me faisaient la file. Fait que du moment que les gens, ils me textaient pour me demander une paire, je suis sold out. Fait que là, qu'est-ce que ça faisait, c'est qu'au fur et à mesure, les gens, à chaque fois, ils savaient qu'il fallait prendre le pre-order avec moi en avance. Puis c'est ça qui m'a permis justement de toujours pouvoir fulfill des ventes, avant même que des fois j'aille le produit, qui a été justement un challenge au début, c'est que des fois, j'avais pas justement les fonds pour acheter plein de paires. C'est clair. Fait que ça m'a permis de justement créer une clientèle, puis qu'à chaque fois qu'il y avait un release, il m'appelait « OK, garantis-moi un 9, OK, je t'envoie l'argent, c'est correct. » Puis moi, le samedi matin, tout le monde qui ont leur père à Montréal, on va dire, ils n'ont pas dormi il y a 2 jours. Ça fait 2 jours qu'ils ne dorment pas parce qu'ils ont fait la file. Puis là, il y a un gars que lui s'est juste levé à 2 heures de l'après-midi. J'ai ding-dong chez lui, il a eu sa paire, puis il l'a mis sur Instagram. « Ah, moi j'ai la paire, puis j'ai pu dormir. » Tout le monde qui a eu la paire à Montréal, par défaut, n'a pas de sommeil. Sauf mes clients. Puis tout ça, là, sans site web. Ouais, au début, c'était sans site web.
Puis quand j'ai fait mon site web, Ben là, explique l'histoire avec le site web. je l'ai ouvert, je l'ai fermé. Comment ça? Parce qu'on est à Montréal, et il y a beaucoup de fraude. Ah! Fait que j'ai recommencé sur e-transfer, puis that's it, that's all. Pourquoi? Il t'est arrivé quelque chose? Tu t'es fait frauder? Tout le monde essaie de frauder, mais c'est Oh Internet, my fait que j'étais God. comme ça sert à rien. Mes clients, en plus, à chaque fois que je me postais une paire de sneakers, ils me contactaient par DM. OK. Fait que là, je leur disais, allez, acheter sur le site. Je crois, mais pourquoi je peux juste pas te payer comme d'habitude? Ok, c'est correct. On fait comme d'habitude. That's it. Fait que pour l'instant, le site web, on l'a mis de côté. Puis c'est lequel qui a commencé en premier, les pop-up shops ou le magasin downtown? Justement, c'est les pop-up shops. Les pop-up shops, quand je me suis rendu compte que j'avais une communauté autour de moi qu'ils voulaient acheter, mais peut-être avoir une expérience aussi, parce que juste me contacter, se rencontrer, c'était OK, c'est cool, j'ai rencontré Luja, whatever, il m'a acheté une paire de souliers, mais c'était pas une expérience comme que je mettais sur YouTube ou que quand j'allais dans des événements et tout ça. Fait que justement, j'ai commencé à promouvoir l'expérience. J'ai loué un local, parce qu'à ce moment-là, j'habitais à Montréal-Nord. Dans un quartier où c'est peut-être pas l'endroit le plus safe à avoir 30 000 de souliers dans son garde-robe. Clair. Alors, j'ai fait mon premier pop-up shop d'un petit local downtown, que c'était juste là que je mettais mon stock. Puis OK. là, j'ai fait un premier pop-up shop, j'ai fait quelques ventes, mais il y avait 2-3 trucs qu'on aurait pu mieux faire. Deuxième pop-up shop, un peu mieux. On a fait un troisième pop-up shop. On avait une file toute la journée. On a fait 30 000 de vente en une journée. Là, je me suis dit, OK, peut-être que je vais pas continuer à l'école. Puis là, c'est là qu'après cet été-là, j'ai ouvert mon magasin. T'as-tu fini ton secondaire 5? Non. Parce que, OK, la business a juste pris de l'ampleur. Non, c'est à cause de mon professeur en secondaire 5. C'est à cause de... OK. En français. Ouais. Explique pourquoi. Écoute, je vais pas te dire grand-chose, mais c'est le genre de prof qu'une année, elle a fait couler tellement d'élèves qu'elle s'est fait lancer des œufs sur la tête. Wow. Ouais. OK. Enseigne correctrice du ministère. Fait que là, de ça... OK, mais c'est-tu juste le cours de Juste le français? français, ouais. C'est juste le français qui... ouais. OK, sinon t'as Ouais. fini ton secondaire Ouais, 5, c'est juste le français qui te manquait. Ouais. J'ai pas le diplôme, mais j'ai fait tout mon secondaire 5. Ouais. Ah, OK. Non, c'est correct. You did it. Avant, je pouvais dire millionnaire sans secondaire 5. Maintenant, je peux juste dire ça. That's a good one, that's a good one. Fait que là, quand tu t'es lancé dans le magasin au centre-ville, Ouais. tu l'as... Lequel? Le premier petit magasin ou le magasin? Le magasin. Ouais, le magasin, ouais. Explique-nous le step à ce magasin-là, parce que justement, là, tu parles de faire des pop-up shops. Explique un petit peu le principe des pop-up shops. Parce que même moi, quand tu m'as contacté, parce que je pense que tu voulais un local à louer pour faire des pop-up shops, j'étais comme, c'est quoi ça? Ouais. Mais explique-nous un petit peu le concept. Mais en gros, c'est d'avoir une boutique éphémère, donc ouverte juste sur une petite durée de temps. Un pop-up shop dans un centre d'achat, ils vont dire c'est 1 an ou peut-être plusieurs mois. Mais moi, dans ce temps-là, c'était juste le faire pendant une journée. Alors, justement, je cherchais un local que je pouvais peut-être juste louer pendant une journée. Puis souvent, ça retrouvait que c'était peut-être moins cher d'avoir un local au mois qu'avoir un local pendant juste une journée. Parce que Ok. c'est aussi tout le prix de setup, d'amener les choses et tout. J'étais peut-être mieux d'avoir un petit local, puis juste mettre mes choses une fois, puis faire le pop-up shop à chaque fois. Alors, c'est ça. Fait que faire le pop-up shop, j'ai fait 4 pop-up shops. Puis après, j'ai ouvert le magasin dans l'été qui suivait dans le même local. Puis c'est ça. Après, on a fait 6 mois dans ce premier local-là. Après, on a fait 1 an dans un local dans le même building qui était plus grand, plus beau. C'est vraiment rendu un peu plus officiel. Puis après, on a longtemps, tous les soirs, je marchais sur Sainte-Catherine, puis je cherchais tous les locaux qui étaient à louer, j'essayais d'appeler. Mais à chaque fois que j'avais un appel, ils regardaient ma business, puis ils sont comme, ah, on n'est pas trop sûr, c'est jeune, c'est nouveau. Ouais. Puis là, on parle de quelle année exactement? Là, on parle de 2018-2019. En plus. Ouais. Puis une fois, j'avais failli avoir un local. Finalement, c'est vraiment désolé, on le loue à quelqu'un d'autre. C'est toujours la même chose. Puis un jour, j'ai trouvé un local, j'ai parlé, j'ai essayé, je vendais ma business. Puis là, ils m'ont dit, OK, ben on va essayer. On voit tes chiffres. On comprend pas tes chiffres. Mais si c'est ça tes chiffres, OK, on te laisse. Puis là, j'ai signé le deal. Puis j'avais 3 mois de gratuit dans le deal pour commencer mes rénovations. Super. Je signe le deal. 2 semaines après, COVID. Ah! Ouais. Wow! OK. Mais c'est drôle parce que quand tu dis ils comprenaient pas tes chiffres parce que c'était comme trop des chiffres vraiment élevés pour une business qui est pas connue par un jeune. C'est ça. J'étais dans un local peut-être 2 fois cette taille-là. Puis j'avais des mois que je faisais 250 000 dans un sous-sol. Wow! Fait que c'était comme, on comprend pas. Mais d'accord, en business, les chiffres, ils parlent plus que n'importe quoi. Exactement. C'est ça. Puis les pop-up shops généraient combien à chaque fois jusqu'à ce que tu dises, OK, tu sais quoi, non, j'ai les reins assez solides, ou je génère assez de revenus par pop-up que, tu sais quoi, let's Je jump. crois que je générais peut-être
Parce que j'ai fait des pop-up shops après à Québec, à Sherbrooke, pour tester les business avant d'ouvrir ce magasin-là. Mais en général, je crois que j'ai toujours généré aux alentours peut-être de 10, 15 par pop-up shop. Mais le troisième pop-up shop, c'est lui qui avait fait comme 30. Puis c'est vraiment là qu'on s'est dit, OK, on pousse vers l'avant. Fait que dans ton pic, tu t'es rendu à combien d'employés? Une soixantaine. Puis comment gérer, puis t'avais quel âge? T'avais 22, 23? 21. 21? Ouais. Fait que comment gérer? Parce que là, c'est bien beau avoir le mindset pour se lancer en business. C'est bien beau aussi, comme je viens de dire tantôt, de développer l'hygiène financière pour bien gérer l'argent parce que tu peux pas non plus aller la spend. Tu as des overheads qui veut dire des dépenses à tous les mois de base, sans compter le marketing, sans compter les imprévus, sans compter ci, sans compter ça. Mais là, on t'avait-tu coaché sur développer ton leadership? Parce que, d'avoir une soixantaine d'employés, il faut les motiver, il faut qu'ils believe, ils croient dans ta vision, en plus de les stimuler, puis de les garder on track, parce que c'est eux autres tes vendeurs, parce que toi, tu es juste là à gérer. Comment tu as développé ce mindset-là, puis comment tu faisais? Mais réellement, c'est sûr que la formation avec Maxime Vittor, tous les livres aussi qui m'ont conseillé, ça a beaucoup aidé à comprendre justement comment l'humain il pense. Puis un des plus gros points où je dirais que ça a vraiment bien été, c'est jusqu'à environ 30-40 employés. Puis c'est là qu'on arrivait à vraiment aligner la vision des employés avec ce que nous, on voulait faire. Fait que peu importe ce que l'employé voulait faire dans son cheminement personnel, mais on essaie de le recréer dans la business. OK, tu veux aller en marketing? OK, on va te donner des tâches dans le marketing. Alors, tu veux être un meilleur vendeur? OK, ben c'est ça, on va te pousser plus sur le floor. Si toi, t'es plus comme savvy, t'es bon avec les ordinateurs, OK, ben tu vas avoir des tâches d'inventaire de plus. Fait que c'est là que justement, on était quand même... Tout le monde est dans ses forces, puis ça allait quand même bien. Fait que je dirais que n'importe quoi qui est à faire un travail en équipe, il faut toujours comprendre c'est quoi le but de l'individu, parce que il y a du monde qui sont bons à faire une affaire, mais je peux leur donner autant que je veux d'une autre affaire et essayer de les pousser vers une direction. Si c'est pas ça que cette personne-là veut, ça sert à rien. 100%. Fait que c'est toujours de, OK, comment on est capable de faire en sorte que tout le monde ait des visions, mais on vit dans une business que c'était un trend. Il y en a que c'était un trend de juste d'être employé dans cette business-là. Il y en a que c'était un passage dans leur vie, fait qu'au long terme, ils sont pas restés, leurs priorités ont changé. Puis c'est là peut-être que j'ai eu un peu plus de difficulté à comme trouver une nouvelle squad, justement, qui était peut-être aussi motivée que ça, mais aussi, même moi. Parce qu'après un certain bout, les sneakers, mais il y avait des raisons pourquoi je suis rentré dans les sneakers. Puis il y avait des raisons pourquoi les sneakers, maintenant, sont plus que ce que sont. Puis pourquoi moi, je suis même en dehors de Centrale, je suis plus autant dans les sneakers que j'étais, justement. C'est sûr. C'est sûr, parce qu'on évolue, on grandit, on acquiert de la maturité, les choses changent, la vie change. La seule constance dans la vie, c'est le changement. Fait que c'est sûr que je comprends que c'était une passion, puis évidemment que ça va comme fade away un peu avec le temps. Mais... tu viens de dire le nom Central. Comment t'es venu avec le nom Central? Why? Puis c'était quoi le meaning derrière? C'est la question qu'on me demande souvent. Puis honnêtement, j'aurais aimé avoir une super belle histoire pour le nom Central. Mais c'est assez simple. J'étais au secondaire. Puis tout mon premier plan d'affaires, ça a été fait au secondaire 4, secondaire 5. À l'école, là, en train de... Ouais, en train de pas faire ce que j'étais supposé faire. Puis je suis allé dans le dictionnaire, j'ai trouvé tous les mots qui se disaient en français puis en anglais. Puis j'ai pris le seul nom qui marchait. Parce que tous les autres, c'était des mots qui n'avaient aucun meaning. Pour qu'est-ce que je voulais faire. Central, je me suis dit qu'on va vendre, on va acheter, on va échanger. Tout ce que tu veux faire avec des sneakers, on peut le faire. On est au centre-ville, on va l'appeler Central. Je vais acheter un deuxième L, juste pour être original. C'est pas pour Luja, non, c'est rien. C'est si simple que ça. C'est juste que c'est un mot qui se dit en français puis en anglais. That's it. Puis là, maintenant, 2024, qu'est-ce qui s'est passé avec Central? Qu'est-ce qui s'est passé avec Central ou jusqu'à où t'as amené ça? Puis qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bon, on allait jusqu'à un point, au total des années, on a généré 40 millions de dollars en chiffre d'affaires. Wow! Puis, 2020-2021, j'ai expandu la business sur le modèle de 2020-2021, que le marché allait aller dans cette direction-là. Après 2022, 2023, 2024, ça a commencé à stagner, puis même descendre. Fait que ça fait que le overhead, les dépenses étaient vraiment trop hautes pour ce qu'on voulait faire. On a eu d'autres trucs que je t'en avais parlé, que je vais peut-être en parler plus justement avec le comptable, que c'est des trucs qui nous ont coûté quand même, des choses qui nous ont coûté quand même assez cher. Puis des marges qui sont qui sont pas assez intéressantes. Dans les centres d'achat, tous les business qui sont là, qui sont établis, font un minimum de 50, 70, 80, 90% sur leur marge de profit. Dans cette business-là, c'est du 20-30. Alors, si le volume n'est pas capable d'accoter ce genre de marge, si le volume n'est pas là, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose qui sort. Puis le volume, justement, il n'est plus nécessairement là pour ce genre de loyer-là. La business
existe encore, dans le sens qu'il y a du monde qui fait encore de l'argent avec, mais c'est plus quelque chose que, tu sais, pour générer assez pour ton loyer, il faut au moins que tu génères 100 000 $ par mois en vente. C'est clair. Dans les dernières années, peut-être un tiers, environ un tiers, peut-être la moitié de mes magasins étaient capables de générer ce genre de chiffre-là. Okay. Beaucoup des autres étaient beaucoup en dessous de ça. Fait que c'est à quel point ça vaut encore la peine. C'est vraiment différent contrairement à avant. C'est clair. Puis juste comme ça, on top of mind, environ, là, tu avais juste en loyer de tous tes magasins, C'était c'était 90 000 $ de loyer par mois. wow! Sans compter les salaires en plus, Sans compter les salaires. les assurances, Sans compter les assurances. le marketing, L'inventaire. l'inventaire en plus. Ouais. Et c'est fou, là. Ouais. C'est fou. Est-ce que ça stressait ou tu étais juste comme, je suis là-dedans, le train avance, au let's go, on continue? Je crois que j'étais plus dans let's go, on continue, on essaye, puis on a trouvé des solutions. C'est sûr. Juste que il y a des trucs qui ont marché, il y a des trucs qui ont marché, puis c'est ça qui arrive où on en est maintenant. Mais ouais, le stress, honnêtement, je crois que j'en ai eu tellement que ça m'affecte plus comme ça pourrait affecter peut-être quelqu'un d'autre qui n'est pas qui n'a pas une relation avec le stress. Le stress et moi, c'est une relation. On est toujours là, on se connaît, fait que c'est plus un si gros effet d'avoir le stress. Là. Je comprends. OK, mais il faut que je te pose une question pour vrai. Question technique, chiffres. Tu sais, admettons, ta meilleure année, tu as fait en tout combien environ? Je pourrais pas dire, parce que en profit ou en vente? Ben, en vente, admettons. Volume de vente. Parce que c'est assez dur, parce qu'il y a des années que, oui, on a fait super bien, mais qu'on avait moins de magasins. Puis il y a des années qu'on avait beaucoup plus de magasins, qu'on peut-être moins vendus, mais que le total a quand même été... Je comprends, surpassé. Mais je crois que dans les meilleures années, c'était environ dans le 13. Là. OK, la question qui tue. J'aime mieux reformuler ma question. La première année que en vente, tu as fait « Fudge, je suis millionnaire ». J'ai vendu... C'est quand l'année que ouais. C'est quand que ma valeur la valeur de l'entreprise était évaluée à plus qu'un million, c'était directement après l'ouverture du centre-ville de Montréal. Boom. Puis le take-away de toi, l'investisseur, après toutes dépenses payées, l'inventaire, les loyers, les ci, les ça, le take-away net, c'était combien qui te reste environ? Ça fait longtemps, là, mais c'est sûr ça. Première année de Montréal, on était dans les centaines de mille, mais c'est toujours réinvesti. Ouais, c'est ça aussi, parce que tu l'as réinvesti. C'est pas comme si, encore une fois, tu vas aller t'acheter une Lamborghini, t'acheter des penthouses, partir en Floride, puis vivre la vie d'un local. Au contraire, il faut que tu réinvestis, tu réinjectes dans la business. Non, quand j'avais l'argent, je n'avais pas la voiture. Quand je l'avais pas, j'avais pas la voiture. Je suis en VXI dans les deux. Mais la prochaine fois, je crois que je vais avoir une voiture. That's it. Ouais. Puis, ce serait quoi, mettons, quelques conseils que tu pourrais donner à des jeunes qui nous écoutent, mais pas juste les jeunes, tout le monde qui nous écoute, qui voudrait se lancer, qui aspire, qui a une idée, une passion, qui voudrait se lancer en business, ce serait quoi, mettons, quelques conseils? Je dirais au début, tête baissée, fonce, pense pas, fais juste foncer. Puis quand tu arrives à attraper la balle, garde en tête que tu l'as pas. Wow! C'est simple de même. Dis-toi que tu l'as toujours pas. Pourquoi? Parce que tu l'as pas. Parce que la balle, tu l'as peut-être attrapée, mais elle peut rebondir, elle peut tomber, elle peut faire quoi que ce soit. Fait que toujours, j'ai toujours gardé cette mentalité-là de OK, toujours essayer. Mais à un certain moment, c'est oui, essayer, mais aussi voir que OK, mais peut-être que la balle, elle va juste plus dans la direction qu'elle allait. Fait qu'il faut peut-être que tout tu rechanges. Puis c'est peut-être une des erreurs que j'ai faites, c'est que j'ai toujours essayé de foncer dans la même direction. OK, comment je peux ouvrir? How I can make it happen? Un des trucs que I could have make it happen, c'est go smaller pour justement mieux restructurer que c'est ça. Être en mode expansion non-stop. C'est ça, ouais. Fait que c'est un des points que je dirais, c'est fonce jusqu'à temps que tu l'as, puis quand tu l'as, dis-toi que tu l'as toujours pas. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Parce que même moi, là, dans ma business, ça fait 14 ans. Puis à un certain moment donné, quand j'étais seul à faire des vidéos, la business a fait ça. À un moment donné, ça a pick up. Après 18 mois, ça a pick up. Mais là, après ça, les réseaux sociaux ont changé. Instagram est venu avec les vidéos. Ils ont mis le focus sur les vidéos. Ouais. Beaucoup d'autres nouveaux courtiers ont embarqué dans le trend. Mais moi, j'étais resté dans ma zone à pousser YouTube. Puis j'ai vu le décalage, là. J'ai vu le shift. Puis là, de plus en plus, personnes font de vidéos. Fait que pour vrai, c'est comme tu dis... À un moment donné, oui, je l'avais la balle, mais pour vrai, à un moment donné aussi, je l'avais plus la balle. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est de réinventer. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Qu'est-ce qu'on faisait pas? Qu'est-ce qu'on fait pas qu'on pourrait rajouter? C'est tellement vrai, c'est tellement bien dit.
Mettons 2 autres conseils que tu pourrais donner. Je suis le seul conseil que je donne, mais... Côté leadership, côté avoir des employés. Hey. Non, le meilleur conseil, le overhead. Qu'est-ce que tu penses? Stay lean. Genre, honnêtement, n'importe quel deal qu'il y a sur le marché, qu'au long terme en rent, si t'es pas une entreprise qui est établie, qui a déjà plein d'entreprises, puis t'es gros, si t'es pas un big player, c'est très difficile de go from a small to try to be a big or become somewhat big, that what happened, and to stay on it. C'est vraiment dur. Puis un des trucs, c'est peut-être vraiment, assure-toi que tu es bien entouré. Ça, c'est le truc le plus important que j'aurais à dire. Assure-toi d'être bien entouré parce qu'il y a du monde qui sont là au début, qui vont pas être là après. Puis il y a du monde qui vont être là au début, qui vont être là jusqu'à la fin, mais peut-être que tu les oublies justement au fur et à mesure. Fait que des fois, c'est de retourner. Puis ça, c'est un des trucs que j'ai aimé, c'est qu'il y a certaines personnes que si j'avais été là plus tôt, ça aurait été génial. S'il y a du monde qui était parti plus tôt, que j'aurais fait partir plus tôt, ça aurait peut-être été mieux. Puis, and so on. Fait que juste savoir, know who to trust and who not. And who also just to trust for a part of the ride. Il y a du monde qui c'est super bon d'avoir pendant une partie du temps, mais qui sont pas là pour le long terme. Mais the moment they're here, il y a des bonnes choses qui peuvent se faire. C'est clair. Puis, admettons... si ce serait à recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment? Si j'avais à recommencer, qu'est-ce que je ferais différemment? OK. Mettons, tu te réveilles, là, oh my God, c'est un rêve, mais là, t'as 16 ans, là. T'es dans le banc d'école. La même chose jusqu'à 2020. 2020, pas signé Toronto. Trouver un broker pour moi, parce que lui qui m'a fait le deal de Laval, c'était pas mon broker, c'était le broker de l'espace que j'avais eu downtown. OK. Fait que c'était pas un broker qui avait seulement mes best interests. Lui, il se faisait juste de l'argent parce qu'il me faisait se faire signer. Fait que je signais à 15 000 ou 22 000, il se faisait payer la même affaire. Fait que trouver un broker avant de signer Toronto, il m'aurait dit fais-le pas, fais juste Laval, reste dans ton coin. Sherbrooke, Québec, il y a des petits magasins, ferme-les. Fais juste te concentrer sur Montréal puis Laval qui pousse du volume parce que le chiffre que Sherbrooke fait au mois, Montréal te le fait en une journée. Wow! Faire ça, il m'aurait... Mon Saint-Bruno, à la place de signer à 18 000 au long terme, puis j'avais signé 10 000 au short term, j'aurais juste signé à 14 000 le premier temps. Juste avoir Montréal, Laval, Bruno, pas bouger, juste rester sur l'île de Montréal puis juste rouler, avoir un meilleur contrôle sur mes opérations. Puis, si faire un projet technologique, prendre l'information de plus que... Tu sais, j'avais fait consultation avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens, fais-le 10 fois plus. Prends 10 fois plus d'informations si tu vas dans un marché. Connais tout de A à Z avant d'y aller. Fait que, to really stay lean, puis juste d'être concentré, avoir un meilleur turnover dans moins de magasins plutôt qu'en ouvrir plusieurs à l'extérieur. Où est-ce que tu penses que Luja va être d'ici 10 ans? 10 ans? Ouais. Wow! On est 2024. Où est-ce que tu te vois d'ici 2034? Hey, tu m'en demandes une question. 2034. Ou ta vision long terme, à partir de maintenant? OK, un des trucs que je veux faire, idéalement, j'espère vraiment, je veux faire quelque chose pour Haïti, je veux faire quelque chose en Haïti. Okay. Ça, c'est un des trucs. J'ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune en Haïti. Je veux faire quelque chose. La situation en ce moment est quelque chose. Aussi. C'est difficile juste d'y aller. Alors, si d'ici là, je peux avoir cet objectif-là que j'ai en tête, de faire quelque chose pour Haïti en Haïti, ça serait le but d'ici de 2034. Nice. Alors, je pourrais te garder là ici toute la journée, mais un gros merci pour ton temps, un gros merci pour ton partage puis ta transparence, sincèrement. Puis je te souhaite beaucoup de succès pour ta continuité. Merci à toi. Ma mère. Avouez sincèrement là qu'il est wow, qu'il est inspirant, il est jeune, il a passé à l'action, il a du vécu. Regardez là, ce n'est pas du bluff, ce n'est pas de l'invention. Sincèrement, je lui ai même dit à la fin de la vidéo, hey, on pourrait faire un film avec ton histoire là. Ton histoire là, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites hors caméra, mais sincèrement, pour qu'est-ce que j'ai pu enregistrer pour vous, les questions que je lui ai posées, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé Luja. Surtout, quelle est la partie, qu'est-ce que vous avez retenu de la vidéo? Sincèrement, la vidéo n'est pas terminée parce que ça continue dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la chose qui a le plus résonné avec vous? Quelle est la chose qui
qui est venu, genre, peut-être allumer une flamme à l'intérieur de vous, écrivez-les dans les commentaires. Puis justement, avec le mot flamme, mettez 3 emojis de flamme si c'est quelque chose, si c'est le genre de vidéo, le genre de contenu qui est venu vibrer à l'intérieur de vous. Puis pendant que vous y êtes, oui, pendant que vous êtes là, pendant que vous êtes encore là, que vous faites partie du top 1% des gens qui terminent quelque chose qu'ils ont commencé, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. S'il y a une manière, une façon pour vous de me remercier, de m'encourager, de me booster, sincèrement, c'est vraiment simple, c'est de vous abonner. En vous abonnant à la chaîne, vous allez me permettre de grossir mon audience, de me grossir la communauté et ça va influencer d'autres personnes encore plus inspirantes, motivantes, peu importe qui qu'ils soient, de venir s'asseoir ici avec moi pour qu'on puisse vous amener du contenu wow, divertissant, mais pas juste pour vous divertir, plutôt pour vous faire passer à l'action. Parce que s'ils sont capables, je suis capable, vous êtes capable, nous sommes tous capables. Alors, aimez cette vidéo, partagez cette vidéo et si vous désirez d'autres vidéos ou stratégies gagnantes de la sorte, avec les pépites d'or qui ont été partagées dans cette vidéo-là, je vous suggère de tout simplement regarder une de ces 2 vidéos-là.